Lorsque les habitants de la rue Crescon-Caillard ont découvert l'identité du maniaque du parc Bitza en 2006, ils ont été choqués. Ils ne pouvaient pas comprendre que leur voisin, Alexandre Pachouchkine, qu'ils décrivaient comme réservé, sensible et poli, était un homme capable de tuer plus de 40 personnes en l'espace de 5 ans. Une voisine, une femme de 70 ans, nommée Svetlana, se souvenait. Il m'appelait Tante Sveta. Il aimait les animaux et était inconsolable si un animal de compagnie mourait. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans la même maison qu'un maniaque. La mère de Pachouchkine ressentait à peu près la même chose. Elle n'avait même pas eu le moindre soupçon que son fils était l'homme que la presse appelait désormais le tueur à l'échiquier. Alors, qui est exactement Alexandre Pachouchkine ? Et comment a-t-il réussi à échapper à la justice pour ses crimes pendant si longtemps ? Dans ce documentaire, nous cherchons à répondre à cette question, et à bien d'autres, en explorant la vie et les crimes du tueur à l'échiquier. Alexandre Yurovitch Pachouchkine est né le 9 avril 1974 à Mitochi, Moscou. Son père, également nommé Alexandre, semble avoir abandonné la famille très tôt dans la vie de ses enfants, car il n'existe aucune information à son sujet, ni aucun détail sur le moment ou la raison de son départ. Pachouchkine et sa demi-sœur cadette, Katia, ont été élevés par leur mère, Natacha. Ils vivaient ensemble aux 2 rue Kresonskaya, à Moscou, dans un appartement de 2 chambres au 5e étage. Plus tard, à l'âge adulte, Katia installera son mari, également prénommé Alexandre, dans la maison familiale, ainsi que leur fils. L'immeuble se trouvait à seulement 6 minutes à pied du parc Bitsevski, également connu sous le nom de parc Bitsa, l'un des plus grands parcs naturels de Moscou. S'étendant sur 18 km², il offre de vastes collines verdoyantes, une forêt dense, des ruisseaux et des clairières. En été, c'est l'endroit idéal pour un pique-nique en famille, et en hiver, les skieurs de fond profitent pleinement du paysage. Le parc est entouré de milliers de personnes vivant dans des immeubles d'habitation animés, construits en 1963, qui constituaient le premier grand projet de logements sociaux de l'Union soviétique. Dans l'appartement de la famille, Pachouchkine dormait sur le canapé dans la première chambre, qui servait aussi de salon. Il était un enfant relativement normal et sociable, jusqu'à l'âge de 4 ans. À ce moment-là, sa mère Natacha pense qu'une blessure à la tête a contribué à son changement de comportement. Pachouchkine serait tombé en arrière d'une balançoire et aurait été frappé à la tête par le siège lorsqu'il est revenu en arrière. Des experts ont suggéré que cela avait endommagé le cortex frontal de Pachouchkine, ce qui entraînerait une mauvaise régulation des impulsions et des accès d'agressivité. Comme il n'était qu'un jeune enfant à l'époque, les dommages auraient pu être encore plus graves, car son crâne n'était pas entièrement développé pour offrir la même protection que celui d'un adulte. Après cela, Pachouchkine est devenu plus hostile et impulsif, bien que les voisins aient déclaré n'avoir jamais eu de problème avec lui, et qu'il ait toujours été bien élevé. Pourtant, Natacha pensait que son fils avait besoin d'une attention particulière, alors elle l'a transféré d'une école ordinaire à une école spécialisée pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Pendant qu'il était dans l'enseignement général, Pachouchkine était harcelé et maltraité quotidiennement par les autres enfants. Il était victime de harcèlement physique et verbal, et on le traitait d'attardé. Ces mauvais traitements n'ont fait qu'intensifier l'agressivité du jeune garçon. Bien que l'on sache peu de choses sur le reste de l'enfance de Pachouchkine, un article de The Guardian en 2007 indique qu'il était proche de son grand-père maternel, avec qui il a vécu un certain temps. Il a été rapporté que c'est son grand-père qui lui a fait découvrir les échecs. Pachouchkine excellait dans le jeu, et sa figure paternelle le reconnaissait comme étant bien plus intelligent que quiconque ne le pensait. Il a commencé à jouer contre des hommes âgés qui jouaient en public à Bitsa Park, et il était largement considéré comme un joueur exceptionnel. La mère de Pachouchkine pense que la mort soudaine de son grand-père pendant son adolescence a contribué à sa chute.
Un psychologue russe nommé Mikhail Vinogradov a suggéré que ce choc émotionnel brutal l'a amené à être en colère contre son grand-père pour l'avoir abandonné, et qu'en représailles, il a commencé à tuer. Le tueur de l'échiquier lui-même a déclaré qu'il avait eu une vie difficile. Après le décès de son grand-père, il se promenait souvent dans le parc Bitzer avec son chien, et il est tombé en dépression lorsque l'animal est mort. La voisine âgée de Péchouchkine, Svetlana, l'a également trouvé une fois en larmes dans la cage d'escalier de l'immeuble, pleurant la mort de son chat. Vers l'époque du décès de son grand-père, Péchouchkine aurait commencé à développer un goût pour l'alcool, en particulier la vodka. Cela allait bientôt devenir l'un des outils sur lesquels il comptait le plus lorsqu'il a commencé à tuer. Péchouchkine a commis son premier meurtre à l'âge de 18 ans. Le 27 juillet 1992, il a donné rendez-vous à un ami et camarade de classe, nommé Mikhail Odachok, dans le parc Bitza. Mikhail avait la confiance de Péchouchkine à un tel point qu'il lui avait révélé son désir de le tuer. Il a dit à Mikhail qu'il voulait élaborer un plan pour commettre un meurtre, et Mikhail a accepté et s'est rallié à cette idée. Cependant, lorsque les deux se sont retrouvés dans le parc pour discuter de l'affaire, il a eu des doutes. Ou peut-être n'avait-il pas réalisé que Péchouchkine était bien décidé à commettre des crimes. Péchouchkine, cependant, n'était pas content que son ami veuille abandonner le plan. Se sentant manipulé, puis déçu, il a sorti un marteau de son sac et a frappé son ami à la tête à plusieurs reprises. Mikhail a subi 20 coups pendant l'attaque et est mort sur place. Une fois que son corps est devenu inerte, Péchouchkine l'a déposé près du système d'égout qui traversait le parc avant de retourner dans l'appartement de sa mère. Le lendemain, le corps de Mikhail a été découvert. Si la police russe avait fait preuve de la diligence requise, cela aurait pu être la fin de l'histoire de Péchouchkine. Mais malheureusement, ce n'était que le début d'une longue série d'échecs qui ont révélé l'ignorance et l'incompétence des autorités, permettant à Péchouchkine de s'en sortir sans subir de conséquences pendant des années, au cours desquelles il a brutalement assassiné des dizaines de victimes innocentes. La police moscovite a mené l'enquête sur la mort de Mikhail, qui a été considéré comme un homicide. L'identité du cadavre a rapidement été établie, et des témoins se sont vite manifestés, affirmant avoir vu Mikhail, âgé de 18 ans, avec Péchouchkine marchant en direction du parc, peu avant sa mort présumée. Péchouchkine a été arrêté à son domicile 2 jours après que le crime ait été commis. Il a été emmené pour être interrogé et questionné sur son alibi. Le tueur a affirmé qu'il avait effectivement été avec Mikhail dans le parc, mais qu'il l'avait laissé là pour aller retrouver sa sœur et sa mère. Après avoir été interrogé pendant plusieurs heures, Péchouchkine a été relâché sans être inculpé. La police n'avait aucune preuve liant le jeune homme de 18 ans à la mort de son camarade de classe, ce qui deviendrait une situation fréquente dans bon nombre de ses autres crimes. Le prochain meurtre de Péchouchkine a eu lieu en septembre 1992, lorsqu'il a été éconduit par sa voisine, une jeune femme de 18 ans, nommée Olga. Elle lui aurait dit qu'elle n'était pas intéressée, car elle avait déjà un petit ami. Furieux de ce refus, Péchouchkine a jeté son dévolu sur le petit ami d'Olga, un jeune homme nommé Sergueï. Peu de temps après, Sergueï a été retrouvé mort devant son appartement. On pense généralement que Péchouchkine s'est rendu à son appartement et a poussé le jeune homme par la fenêtre, provoquant sa chute mortelle. Cependant, la mort de Sergueï a été considérée comme un suicide. En 2002, le corps d'Olga aurait également été découvert dans le parc Bitsa. On pense que Péchouchkine est responsable de son meurtre. Après ses 2 premiers meurtres, Péchouchkine a arrêté de tuer pendant presque une décennie. Il a été suggéré qu'il a arrêté de commettre des crimes parce qu'il avait peur de se faire attraper et d'être condamné à la peine de mort. En octobre 1992, le même mois où Péchouchkine a arrêté de tuer, le tueur en série le plus notoire de Russie, Andrei Tchikatilo, l'éventreur de Rostov, a été condamné à mort. Tchikatilo était connu pour avoir tué des enfants et de jeunes femmes pendant une période de 12 ans, et pour avoir mangé une partie de leur reste. Il a été reconnu coupable d'avoir tué 52 personnes. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias après la capture de Péchouchkine, selon lesquelles il voulait surpasser Tchikatilo, cherchant à devenir tristement célèbre en tuant plus de personnes que l'éventreur de Rostov. Péchouchkine a recommencé à tuer en 2001, 9 ans après les assassinats de Sergueï et Mikhail.
À cette époque, le tueur à l'échiquier avait 27 ans et travaillait comme employé de mise en rayon dans un supermarché de Moscou. Le 21 mai, Peschushkin jouait aux échecs avec un homme de 52 ans nommé Yevgeny Pronin dans le parc Bitsa. Après leur partie, le jeune homme de 27 ans invita Yevgeny à l'accompagner pour une promenade jusqu'à la tombe de son chien décédé, probablement celui qui était mort alors que Peschushkin était adolescent. Yevgeny accepta et le duo se rendit dans une zone isolée du parc, où Peschushkin sortit une bouteille de vodka de son sac et proposa un verre à l'homme plus âgé. Ils portèrent un toast au chien décédé et semblaient joyeux, jusqu'à ce que Peschushkin frappe Yevgeny à l'arrière de la tête. Une fois l'homme âgé mort, son corps fut jeté dans un puits voisin. Peschushkin établit rapidement un mode opératoire. Il ciblait souvent des hommes âgés dans le parc Bitsa, surtout ceux qui étaient sans abri, et gagnait leur confiance en discutant avec eux et en leur offrant un verre de vodka. Lorsque les victimes baissaient leur garde, Peschushkin frappait. Il tuait par traumatisme contondant et était connu pour utiliser une clé à molette et un marteau, ainsi qu'un tuyau ou une barre métallique. Il frappait ses victimes par derrière pour les surprendre et éviter de tacher ses vêtements de sang, et il ne les tuait jamais d'un seul coup, affirmant qu'il voulait qu'elles sachent ce qui se passait. Avec certaines de ses victimes, Peschushkin était connu pour enfoncer des éclats de verre provenant de bouteilles de vodka dans les plaies, et dans un cas, le corps d'une femme a été retrouvé avec de nombreux pieux enfoncés dans son crâne et ses yeux. Il tuait très rarement des femmes et n'a eu qu'environ 3 victimes féminines, tandis que la plus jeune victime connue était un garçon de 9 ans. Peschushkin a également affirmé qu'il poussait parfois ses victimes dans un canal d'égout du parc où elles se noyaient, et il poussait fréquemment d'autres personnes dans un puits pour les laisser mourir après les avoir déjà frappées à la tête. Certains corps étaient retrouvés à 8 km de là, dans un centre de traitement des déchets, mais d'autres n'ont jamais été retrouvés. On pense qu'au moins 13 cadavres sont coincés dans le système d'égout du parc. Peschushkin déclarera plus tard « J'aimais le bruit d'un crâne qui se fend », en parlant de ses armes de prédilection. À cette époque en Russie, les proches de personnes disparues devaient attendre 3 jours avant de pouvoir déposer un signalement de disparition. De plus, la police était connue pour la corruption et l'abus d'alcool, et elle ne faisait souvent aucun progrès dans les affaires qui lui étaient confiées. Au cours des 2 mois qui ont suivi le meurtre d'Yevgeny Pronin, Peschushkin a fait 9 autres victimes. Sa 11e cible lors de cette série fut Viktor Volkov, qui disparut le 21 juillet. Au cours des mois d'automne et d'hiver suivants, le rythme a ralenti pour Peschushkin. Il s'est comporté de façon beaucoup moins erratique, tuant environ 5 personnes pendant cette période. Le 23 février 2002, Peschushkin a tenté de tuer une femme enceinte nommée Maria Vorosheva, qu'il avait rencontrée dans une station de métro et qui avait des difficultés financières. Il l'a attirée en lui promettant de l'aider à gagner de l'argent. Peschushkin a alors frappé Maria à la tête et l'a poussée dans un puits, mais miraculeusement, après être restée piégée pendant 20 heures, elle a réussi à en sortir toute seule. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital pour faire soigner ses blessures, où elle a signalé l'agression à la police locale. Les autorités, cependant, ne montraient guère d'intérêt pour l'examen de l'affaire. L'officier avec qui Maria a parlé lui a demandé ses papiers d'enregistrement. Et pendant ce temps, des millions de personnes vivaient à Moscou quasi légalement, car il y avait très peu d'emplois en dehors de la ville. Lorsque Maria a avoué qu'elle n'avait pas les bons papiers, l'officier lui a dit que la police fermerait les yeux sur sa situation irrégulière si elle gardait le silence sur la tentative d'assassinat dont elle avait été victime. N'ayant pas d'autre choix, Maria a accepté. Bien que cet officier ait ensuite été emprisonné pour incompétence, Maria a eu du mal à retrouver une vie normale après l'agression. Son petit ami, dont elle attendait un enfant, a rompu leur relation et elle a été forcée de faire adopter son bébé. Pour aggraver les choses, alors qu'elle faisait des courses, Maria a aperçu Peschushkin, qui l'a également vu. Paniquée, elle est retournée en courant à son appartement, a fait sa valise et s'est enfuie, terrifiée à l'idée qu'il revienne terminer ce qu'il avait commencé cet hiver-là. Ainsi, toujours libre de tuer, Peschushkin a pris 3 autres vies au cours des 2 semaines suivantes. Il a ensuite croisé Mikhail Lobov, un garçon de 13 ans. On ne sait pas exactement où les deux se sont rencontrés, et il est peu probable qu'ils se connaissaient avant le crime. Il a été suggéré que le duo se soit rencontré sur l'avenue Kakova, près de la station de métro, car les jeunes adolescents aimaient traîner là-bas, et on les voyait souvent en blouson de cuir, buvant de la vodka parmi les kiosques. Peschushkin a persuadé Mikhail d'aller se promener avec lui dans le parc.
Les deux ont partagé des cigarettes et semblaient passer un bon moment, jusqu'à ce que Pachouchkine frappe. Il a frappé le garçon de 13 ans à la tête et l'a poussé dans un puits. Mais le tueur ne savait pas que la veste en cuir de Mikhaïl s'était accrochée à un morceau de métal dépassant du mur intérieur du puits, ce qui lui a permis de remonter et de se mettre à l'abri. Comme Maria, Mikhaïl a couru prévenir le policier de ce qui s'était passé, mais on lui a simplement dit de rentrer chez lui. Encore une fois, les autorités ne s'intéressaient pas aux histoires racontées par des femmes et des enfants à propos d'un homme qui aurait soi-disant essayé de les tuer. Une semaine plus tard, Mikhaïl a vu Pechouchkine à la station de métro, et tout comme Maria, il était bouleversé. Il s'est mis à crier et a couru vers un agent qui patrouillait à l'extérieur de la station. Il criait et montrait du doigt, suppliant la police d'agir, mais une fois de plus, il a été écarté et on lui a dit de partir. En novembre 2005, un ancien policier de 63 ans, nommé Nikolai Zakharchenko, a été retrouvé mort dans le parc Bitzer. Il fut la première victime de Pechouchkine à avoir disparu, puis à être retrouvé mort, et il fut établi sans aucun doute qu'il avait été victime d'un homicide. Il était aussi la 41e victime du tueur. Ce n'est qu'à ce moment-là, après 40 autres meurtres, que les autorités russes se sont rendues compte qu'elles avaient un problème. Et un gros problème en plus. Les détectives du ministère de l'Intérieur, la police locale et le bureau du procureur général ont enfin commencé à prêter attention à l'affaire. Ils avaient un tueur en série entre les mains. Il semble que Pachouchkine passait une grande partie de son temps partagé entre le désir de ne pas se faire attraper et celui que tout le monde sache qu'il était le cerveau derrière tous ces meurtres cruels, disparitions et agressions. Comme beaucoup de tueurs en série, il recherchait la notoriété. Une histoire non vérifiée affirme qu'à la fin de 2001 ou au début de 2002, Pachouchkine serait entré dans un commissariat de police et aurait annoncé qu'il tuait régulièrement des gens, ajoutant « parce que c'est ce que je fais ». Cependant, la police a ri au nez du jeune homme de 27 ans et l'a mis dehors du commissariat. Ils l'ont traité d'ivrogne et lui ont dit de rentrer chez lui. 2 mois avant que le corps de Nikolai ne soit retrouvé, Pechouchkine a pris la décision d'arrêter de se débarrasser des corps et de commencer à les laisser à découvert. Son ego grandissait et son besoin d'être salué comme un tueur de sang-froid s'intensifiait. À cette époque, alors que la soif de notoriété de Pechouchkine grandissait et que les autorités russes avaient établi qu'il y avait un tueur en série parmi eux, un reportage télévisé parlait du tueur du parc Bitsevski. La sœur de Pechouchkine, Katia, aurait déclaré « Ce fou, il est tellement fascinant, qui est-ce » Pechouchkine a dû se retenir de tout avouer, car il avait désespérément envie de tout révéler. Alors que la recherche du maniaque du parc Bitza, comme les médias l'avaient surnommé, s'intensifiait, Pechouchkine devenait de plus en plus imprudent. Et lorsqu'il laissait les corps à découvert, il s'assurait qu'ils seraient retrouvés. Une victime a été découverte près d'un ruisseau dans le parc. La personne était morte depuis 2 jours, et ses restes avaient été dévorés par des chiens errants. Le docteur qui a trouvé le corps a vu des os dans la gueule des animaux sauvages. Avec la révélation qu'un tueur en série se trouvait parmi eux, les habitants sont devenus craintifs, et la police, en uniforme comme en civil, a patrouillé dans le parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont parlé avec toutes les personnes qu'ils croisaient et ont réalisé des croquis des suspects potentiels. En mars 2006, les enquêteurs ont cru avoir résolu l'affaire, lorsqu'ils ont été menacés par un homme armé d'un couteau. Ils ont tiré sur l'homme et l'ont arrêté, mais alors qu'il était en détention, 2 autres personnes ont été retrouvées mortes. Pachouchkine admettra plus tard qu'il était au courant de cette arrestation. Cela lui plaisait d'avoir l'avantage. Il avait également été contrôlé par la police à plusieurs reprises, afin que ses papiers d'identité puissent être vérifiés. Comme il était bien habillé et soigné, il n'a jamais été considéré comme un individu suspect. Le 14 juin 2006, Pachouchkine a invité une collègue, une mère de 36 ans, nommée Marina Moskalieva, à faire une promenade. Elle aurait été un peu hésitante à y aller, mais a finalement accepté. Cependant, à cause du mauvais pressentiment qu'elle avait à son sujet, elle décida de laisser un mot à son fils, indiquant qu'elle était sortie avec Pachouchkine. Elle a inclus le nom complet et le numéro de téléphone de son collègue dans le mot. Pachouchkine savait que Marina avait laissé le mot, pourtant il semblait qu'il avait finalement atteint un point où il ne pouvait plus se retenir. Il voulait la tuer, et il voulait que cela se sache. Il savait que le mot ferait de lui le principal suspect du meurtre, mais il a agi quand même. Plus tard dans la nuit, le corps de Marina a été découvert dans le parc, portant toutes les marques du maniaque de Bitzer Park. Quand son fils a vu le reportage sur les restes, il a appelé son père, qui à son tour a appelé la police.
Non seulement la note a poussé les enquêteurs à soupçonner Pachushkin, mais ils ont aussi trouvé des tickets de métro dans la poche de Marina. En regardant les images de vidéosurveillance, les détectives ont repéré le duo attendant sur le quai quelques heures seulement avant l'heure estimée de la mort de Marina. 2 jours après le meurtre, le 16 juin, vers minuit, quelqu'un a frappé à la porte de l'appartement que Pachushkin partageait avec sa famille. Sa mère a ouvert la porte lentement et un flot d'hommes en uniforme l'a bousculé avant de s'engouffrer dans l'étroit couloir jusqu'à la première chambre. Des policiers anti-émeutes armés de fusils automatiques ont dit à Natacha qu'il devait parler à son fils au sujet de récents cambriolages. Ce n'est qu'après que Pachushkin, qui s'est rendu de son plein gré, a été emmené hors de la maison, qu'ils ont révélé qu'il était soupçonné d'être impliqué dans plusieurs meurtres. Natacha était tellement choquée qu'elle ne pouvait pas parler. Elle avait qualifié son fils de courageux et affirmait qu'il ne mentait jamais. Comment son petit garçon, qui avait un aquarium et un chat nommé Mersik, pouvait-il être un tueur de sang-froid ? L'adaptation télévisée de La Comtesse de Montserrat d'Alexandre Dumas était son émission préférée. Ils la regardaient ensemble. Pachushkin admettra plus tard au tribunal que, parfois, il devait écourter ses meurtres afin de rentrer chez lui et de se nettoyer à temps pour leur rendez-vous télévisé hebdomadaire. Natacha a déclaré à GQ : « Je sais maintenant que j'ai très mal élevé mon fils. Je ne peux pas dire ce que j'ai mal fait. J'ai juste essayé de l'élever comme une mère normale. Je pense que je ne connaissais pas très bien mon fils. » Alors que Natacha continuait d'assimiler ce qu'on lui disait, des policiers en uniforme, des détectives et des spécialistes médico-légaux ont mis la maison familiale sans dessus-dessous. Comme sa mère, Pachushkin était catégorique sur le fait qu'il ne mentait jamais. Et pourtant, il a menti au sujet du meurtre de Marina. Avant d'appeler son père, le fils de Marina a appelé Pachushkin, qui lui a dit qu'il n'avait pas vu sa mère depuis 2 mois. C'était étrange étant donné que les deux travaillaient ensemble, presque tous les jours. Il a ensuite affirmé qu'il était occupé et a raccroché le téléphone. À propos de son arrestation, Pachushkin a déclaré : « Je me suis brûlé moi-même, donc il n'y a pas besoin que les flics s'attribuent le mérite de m'avoir attrapé. Je suis un professionnel. » Il semble évident, d'après ses actions, que le tueur pensait que s'il devait se faire attraper, ce serait à sa manière. Les détectives ont passé beaucoup de temps à interroger Pachushkin. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué ses victimes dans le parc, il a répondu : « Avez-vous déjà essayé de tuer quelqu'un dans la rue, en plein jour ?» À ce stade, la police n'avait retrouvé que 13 victimes du tueur. Ce qui explique leur choc lorsque Pachushkin leur a révélé le véritable nombre. Il a affirmé avoir tué 63 personnes. L'un des principaux enquêteurs qui a interrogé le tueur à l'échiquier a déclaré : « Il voulait parler. Tous les maniaques veulent parler. » Il a ensuite ajouté : « Ça lui donnait l'impression d'être important. Je lui ai dit que je l'admirais, et ça lui a plu. Puis il s'est ouvert. Pour Pachushkin, il était très important que les gens le voient comme un héros. Alors je lui ai donné l'impression d'en être un. » Au fil des mois, la police a couvert Pachushkin de nourriture, de cigarettes et de compliments. Et finalement, ils ont découvert qu'il n'était pas tout à fait le méchant de style hollywoodien à la moustache qu'ils attendaient. Au lieu de cela, ils ont eu l'impression qu'il était un homme creux, un homme normal qui ne correspondait à aucun profil psychologique de façon précise. Il n'avait aucune opinion forte sur quoi que ce soit. Ni la beauté, ni l'art, ni la politique, ni la religion. Il n'avait aucune préférence, ni aucune idée sur aucun de ces sujets. La presse l'a surnommé le tueur de l'échiquier, car il était connu pour jouer aux échecs, et la police aurait trouvé un échiquier dans son appartement, sur lequel il aurait noté ses meurtres. Un meurtre équivalait à une case. Cependant, on ne sait pas si la police a réellement trouvé une telle chose. De plus, les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire décrivent ce surnom comme trompeur, car ils suggèrent que Pachushkin se serait arrêté à 64 meurtres, alors qu'il n'y avait aucune preuve de cela. Pachushkin lui-même a déclaré : « Si on ne m'avait pas attrapé, je ne me serais jamais arrêté. Jamais. Ils ont sauvé beaucoup de vies en m'arrêtant. » Pachushkin, une fois appréhendé, a conduit la police sur les lieux de nombreux de ses crimes dans le parc et a démontré une mémoire remarquable de la façon dont les meurtres avaient été commis. Il a été filmé en train de les reconstituer dans les moindres détails, ce qui était courant dans les enquêtes russes à l'époque, et il leur a même remis le marteau qu'il avait utilisé pour plusieurs des crimes. Le 14 février 2008, Pachushkin a été jugé pour ses crimes au sein de la Cour suprême de Russie, récemment rénovée. Il a été placé dans une cage en verre pour sa propre protection, et on l'a vu tout au long du procès arborer un air amusé, ennuyé, et parfois très en colère. Lorsqu'il répondait aux questions et faisait des commentaires, il ne regardait jamais directement la caméra vidéo dans sa cellule.
Fait notable, son procès s'est déroulé devant un jury et était ouvert au public, ce qui n'était pas courant en Russie à l'époque. Pichouchkine a révélé beaucoup de choses pendant son procès. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il tuait, il a répondu « Vous voyez, la vie pour moi, c'est comme la vie sans nourriture pour vous, un besoin irrésistible. Je me sentais comme le père de ces personnes. Après tout, je leur ai ouvert la porte d'un autre monde. Je les ai fait entrer dans une nouvelle vie. » Il a également déclaré « J'ai envoyé Mikhaïl au paradis. Plus une personne est proche de vous et mieux vous la connaissez, plus il est agréable de la tuer. Dans tous les cas, j'ai tué pour une seule raison. J'ai tué pour vivre, parce que quand on tue, on veut vivre. » Après avoir été incarcéré, Pichouchkine a admis que chaque meurtre lui procurait un plaisir colossal. De même, lors de son procès, il a affirmé que le premier meurtre est comme un premier amour, et qu'il lui arrivait parfois d'éjaculer lorsqu'il tuait. À l'ouverture du procès, l'accusation a déclaré que, selon son propre témoignage, Pichouchkine espérait dépasser le record d'Andrei Chikatilo et rêvait de passer à la postérité. Les médecins du centre Serbouskaï à Moscou, la clinique psychiatrique la plus respectée de Russie, ont déclaré Pichouchkine sain d'esprit et ont noté qu'il n'avait jamais eu de problème de santé mentale documenté et qu'il avait une intelligence moyenne. Le 24 octobre 2008, Pichouchkine a été reconnu coupable de 48 meurtres. Au cours du procès, il a insisté sur le fait qu'il avait tué 63 personnes, et il voulait que cela soit reconnu. Cependant, l'accusation et les enquêteurs ne disposaient que de preuves le liant à 48 meurtres. Ce dont il s'est plaint, il pensait que si 63 meurtres lui étaient attribués, il aurait alors le titre du tueur le plus tristement célèbre de Russie. Pichouchkine a été condamné à la prison à vie, les 15 premières années devant être passé en isolement cellulaire. À la fin de l'année 2007, il a fait appel de sa sentence, affirmant qu'elle était trop sévère et demandant une réduction de 25 ans. Cependant, son appel a été rejeté. Son avocat aurait essayé de le prévenir que son appel ne fonctionnerait pas, mais Pichouchkine a insisté. Il a été envoyé purger sa peine d'isolement au hibou polaire, une prison russe située sur la rive de la rivière Sob. C'est l'une des 7 colonies pénitentiaires de type Supermax, gérées par le service fédéral pénitentiaire pour les condamnés russes à la réclusion à perpétuité. Pichouchkine a actuellement 48 ans, et il est toujours incarcéré. Presque tous les détenus ont refusé de partager une cellule avec lui, terrifiés à l'idée d'être brutalement assassinés au milieu de la nuit. Le tueur en série décrit la prison comme ennuyeuse, et considère l'idée que des gens soient emprisonnés à vie comme contre nature. À ce jour, Pichouchkine affirme qu'il a tué parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé s'il soutenait la peine de mort, il a répondu « La peine de mort c'est un meurtre, je suis toujours contre le meurtre ». Même après 15 ans derrière les barreaux, Pichouchkine ne semble assumer aucune responsabilité pour ses actes. Il rejette en grande partie la faute sur la société pour ses actes, déclarant « Si mon enfance et ma jeunesse avaient été corrigées, alors les meurtres n'auraient pas eu à être commis, car ils auraient été inutiles. C'est pas une question de famille, ma famille était en gros normale, même s'il y avait des difficultés, mais c'est la société qui m'a brisé. » De plus, lorsqu'on lui a demandé s'il éprouvait des remords pour ce qu'il avait fait, pour toutes les vies qu'il avait prises, toutes les familles auxquelles il avait enlevé des maris, des frères et des grands-pères, il a répondu « Aucun remords, je vous le dis. Si on me relâchait maintenant, la première chose que je ferais serait de tuer 2 personnes pour évacuer le stress. Violer une femme, boire de la vodka. » De façon troublante, Pichouchkine semble être un détenu populaire auprès de certaines femmes. Il affirme que 80 femmes lui ont écrit depuis 2008. En 2016, il a demandé en mariage une femme avec qui il correspondait, appelée soit Natalia, soit Natacha. Bien qu'elle ait soi-disant accepté la demande, le couple n'a pas été autorisé à se marier. Pichouchkine affirme que le système pénitentiaire a interdit au couple de continuer à communiquer, mais un journal basé à Moscou, MKRU, a déclaré avoir vérifié ces allégations et constaté que les lettres destinées à la future épouse de Pichouchkine étaient bien livrées. Elle ne répondait tout simplement pas. MKRU suggère que la fiancée avait été inventée par un journaliste se faisant passer pour elle, car le couple ne s'était jamais rencontré en personne. Il a admis qu'il ne sait pas à quoi elle ressemble, et pourtant un reportage télévisé qui a évoqué l'histoire pour la première fois affirmait qu'elle prenait le train chaque semaine pour lui rendre visite. Alors que Pichouchkine n'est pas aussi connu en dehors de la Russie que ses homologues américains et britanniques, comme Ted Bundy et Peter Sutcliffe, il est peut-être encore plus terrifiant du fait qu'il a pu s'en sortir avec autant de sang sur les mains pendant si longtemps,
tuant encore et encore. Et pendant tout ce temps, il ne semblait rien ressentir. Pas la moindre trace de culpabilité ou de tristesse pour ce qu'il avait fait. Sans plus d'informations sur ce qu'a été l'enfance de Pachouchkine, il est difficile de déterminer ce qui a exactement déclenché cette vague de violence qui s'est étendue sur plusieurs années. Mais d'après ce que nous avons appris à travers ce documentaire, il semble qu'il aimait le pouvoir, recherchait la notoriété et voulait essentiellement devenir le meilleur tueur en série du pays. D'après les informations dont nous disposons, on a presque l'impression que Pachouchkine est né pour tuer.